Les animaux peuvent être imprévisibles et parfois, ils montrent à quel point ils peuvent être dangereux. Cette vidéo explore 5 attaques d'animaux dont vous n'avez jamais entendu parler. Des cas où des animaux sauvages ont frappé de manière inattendue. Ces histoires vraies illustrent à quel point une rencontre avec la nature peut parfois être mortelle. Le matin du 18 octobre 2024, le monde du surf a perdu une figure inspirante et aventureuse, Giulia Manfrini. Cette Italienne de 36 ans, surfeuse et cofondatrice de l'agence A-Wave Travel, surfait dans les îles Mentawai en Indonésie lorsqu'un événement rare et tragique s'est produit. Giulia a été mortellement blessée par un espadon, un accident qui a bouleversé ses proches et la communauté du surf. Giulia, née à Venaria Real en Italie, était reconnue pour son amour de l'aventure. Ancienne snowboardeuse professionnelle, elle était passionnée par les voyages et le surf. En 2019, elle avait cofondé A-Wave Travel pour combiner ces deux passions, offrant des expériences uniques aux surfeurs et snowboarders. À travers son entreprise, elle aidait d'autres personnes à réaliser leurs propres rêves d'aventure. Ce jour-là, Giulia surfait près de l'île de Masoko, un lieu prisé des îles Mentawai, connu pour ses vagues puissantes et ses paysages époustouflants. Ce spot figurait parmi ses préférés, et elle y avait surfé à de nombreuses reprises. Vers 9h30, alors qu'elle attendait dans l'eau, tout semblait normal. Cependant, sans prévenir, un espadon a bondi hors de l'eau, frappant Giulia en plein thorax avec son rostre acéré. Les attaques d'espadons sur les humains sont extrêmement rares, mais cet accident tragique s'est produit soudainement, surprenant tout le monde. Un surfeur proche, Alexandre Riba, a entendu le cri de Giulia avant qu'elle ne tombe de sa planche. Lui et un autre ami, Massimo Ferro, se sont précipités à son secours. Ils ont sorti Giulia de l'eau et tenté de lui prodiguer les premiers soins tout en la conduisant au centre de santé Pei Passakiat Tailele, le plus proche. Malheureusement, ses blessures étaient trop graves et malgré les efforts rapides de l'équipe médicale, Giulia est décédée peu après son arrivée. En plus de la blessure à la poitrine, des signes de noyade ont contribué à sa disparition prématurée. La nouvelle de sa mort s'est rapidement propagée, touchant non seulement sa communauté locale, mais aussi ses milliers de followers sur les réseaux sociaux. Giulia partageait régulièrement ses aventures de surf et de voyage sur Instagram avec ses fans à travers le monde. Quelques jours avant l'incident, elle avait publié un message annonçant qu'elle serait hors ligne, un dernier adieu involontaire. Sa disparition a laissé un vide profond dans sa ville natale de Venaria Real, où le maire, Fabio Giulivi, a exprimé la tristesse de la communauté. Giulia était admirée pour son enthousiasme et son engagement à poursuivre ses rêves. Des hommages émouvants ont afflué de la part de ses amis et collègues. James Colston, son associé chez A-Wave Travel, a décrit Giulia comme l'âme de leur entreprise, ajoutant que son enthousiasme et son amour pour le surf et la vie manqueront terriblement. Colston a souligné que malgré les efforts de ses amis et des secouristes, son décès était un accident rarissime qui a marqué tous ceux qui la connaissaient. D'autres surfeurs qui avaient connu Giulia personnellement se souvenaient d'elle pour son esprit vif et généreux. Frankie Smithhurst, d'une compagnie locale de charter de surf, l'a décrite comme une personne qui vivait chaque moment avec passion. Ses amis et collègues surfeurs ont évoqué sa gentillesse et son dévouement à aider les autres. Des qualités qui avaient marqué de nombreuses vies. Les détails tragiques de l'accident de Giulia ont ensuite été confirmés par Lahmoudine Siregar, chef par intérim de l'agence de gestion des catastrophes des îles Mentawai. Il a expliqué que l'espadon avait soudainement bondi vers Manfrini et transpercé sa poitrine. Un événement extrêmement inhabituel. Les incidents impliquant des espadons sont très rares, rendant cet accident encore plus choquant. Un article de 2007 de l'Asian Journal of Surgery ne recensait qu'un seul décès lié à un espadon à l'époque, illustrant le caractère unique et dévastateur de cet événement. Le corps de Giulia a finalement été rapatrié à Padang avant d'être renvoyé en Italie, laissant sa famille, ses amis et ses fans pleurer la perte d'une personne débordante d'énergie et d'optimisme. Son accident tragique est un rappel douloureux des dangers imprévisibles qui peuvent surgir, même dans les cadres les plus paisibles. Le 24 février 2010, un spectacle habituel de Dîner avec Chamu, au SeaWorld d'Orlando, a tourné au drame. Dawn Brancheau, une dresseuse expérimentée connue pour sa dévotion envers les animaux marins, travaillait avec Tilikum, l'une des plus grandes orques, en captivité. Dawn avait souvent entraîné Tilikum et avait établi une relation avec lui. Cependant, ce jour-là, tout a basculé. Après le spectacle, Dawn s'est allongée près de Tilikum dans une eau peu profonde, le caressant comme à son habitude, lorsque l'orque l'a soudainement attrapé et tiré sous l'eau. Les spectateurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une partie du spectacle, mais il est rapidement devenu évident que ce n'était pas le cas. Lorsqu'ils ont finalement réussi à la récupérer,
Dawn avait subi de graves blessures et a été déclarée morte peu de temps après. Cet événement a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi un orc entraîné, habitué aux humains, aurait-il agi ainsi? Les réponses se trouvent dans le passé complexe de Tilikum et les conditions stressantes de sa captivité. Le parcours de Tilikum a commencé au large des côtes islandaises, où il a été capturé en 1983 alors qu'il n'avait que 2 ans. Séparé de sa famille, il a été transféré à Sealand of the Pacific, un petit parc marin canadien. Là-bas, Tilikum vivait dans un bassin exigu avec 2 femelles orques plus âgées qui le malmenaient fréquemment. Les dresseurs retenaient souvent sa nourriture comme méthode d'entraînement, ce qui ajoutait à son stress. Sa vie à Sealand était difficile, les conditions obligeaient les orques à effectuer plusieurs spectacles par jour avec peu de repos. Cette pression constante, combinée à l'espace limité, a affecté le bien-être mental de Tilikum. En 1991, un incident tragique s'est produit. Kelty Byrne, une dresseuse de Sealand, est tombée dans le bassin des orques. Tilikum et les 2 femelles l'ont entraînée sous l'eau, causant sa noyade. Par la suite, Sealand a fermé et Tilikum a été vendu à SeaWorld. Arrivé à SeaWorld en 1992, Tilikum a été intégré à un programme de reproduction et a engendré 17 petits. Malgré ce rôle, il passait une grande partie de son temps seul. Contrairement aux orques sauvages, qui vivent en groupes familiaux soudés, Tilikum manquait souvent de contacts sociaux, ce qui a probablement affecté son état mental. Les experts estiment que la captivité et l'isolement ont influencé le comportement de Tilikum. La biologiste marine Nancy Blake a souligné que les orques sauvages dépendent de liens familiaux forts, essentiels à leur bien-être. Privé de ses structures sociales, Tilikum a probablement ressenti un stress intense. Son utilisation dans un programme de reproduction a amplifié ce stress. Certains pensent que cette frustration a pu contribuer à ses actions envers les dresseurs. Le jour de la mort de Dawn, des témoins l'ont vu interagir étroitement avec Tilikum comme elle le faisait souvent. Mais alors qu'elle était allongée près de lui, il l'a soudainement entraînée dans l'eau. Les dresseurs ont essayé plusieurs méthodes pour le faire lâcher prise, mais Tilikum refusait. Lorsqu'ils ont finalement récupéré Dawn, elle avait subi des blessures mortelles. SeaWorld a tenté de détourner l'attention en suggérant que la queue de cheval de Dawn aurait pu déclencher la réaction de Tilikum, celui-ci pouvant l'avoir confondue avec un jouet. Cependant, de nombreux experts et anciens dresseurs ont contesté cette théorie. La mort de Dawn Brancheau n'était pas le premier incident mortel impliquant Tilikum. Une autre mort s'est produite en 1999 lorsque Daniel Dukes, un homme ayant pénétré illégalement dans SeaWorld après les heures d'ouverture, a été retrouvé mort dans le bassin de Tilikum. Bien que les événements exacts soient flous, il est probable que Tilikum ait joué un rôle. Tilikum n'était pas le seul orque de SeaWorld ayant un passé agressif. En 2004, un autre orque nommé Key a attaqué un dresseur à SeaWorld San Antonio, bien que celui-ci ait survécu. Ces incidents mettent en lumière les risques potentiels liés à la captivité d'animaux grands et intelligents comme les orques. Après la mort de Dawn, SeaWorld a fait face à une forte pression publique et à des enquêtes de la part des agences de sécurité. L'Occupational Safety and Health Administration a mené une enquête révélant plusieurs problèmes de sécurité et conclut que SeaWorld n'avait pas suffisamment protégé ses dresseurs des risques connus. Cette enquête a entraîné une amende de 75 000 $. En conséquence, SeaWorld a apporté des changements significatifs. Malgré ces mesures, les critiques affirment que le problème de fond demeure, garder des animaux intelligents et sociaux dans des environnements artificiels. Le 25 août 2010, en République démocratique du Congo, un petit vol régional de la compagnie Filair, opéré par un avion tchèque Let L410, turbolé, effectuait un trajet entre la capitale et Bandundu, une ville plus calme située à environ 400 km. À bord se trouvaient 21 personnes, dont 3 membres d'équipage. Le vol était commandé par Danny Philémote, propriétaire belge de Filair et pilote chevronné, assisté par Chris Wilson, un copilote britannique récemment recruté par la compagnie. Habitués à travailler ensemble, ils s'attendaient à un vol sans incident. Le voyage se déroulait normalement, avec quelques escales dans de petites villes. Cependant, à l'approche du petit aéroport de Bandundu, l'avion effectua un go-around après une tentative d'atterrissage avortée. Une manœuvre standard lorsque des problèmes de visibilité ou de stabilité surviennent. Mais alors qu'il se repositionnait, pour une seconde tentative, la situation tourna au drame. Des témoins au sol virent l'avion descendre du ciel comme une feuille, avant de s'écraser sur une petite maison en terre et briques à environ 2 km de la piste. Tragiquement, 20 personnes, dont les 3 membres d'équipage, périrent, et seule une femme survécut dans un état critique. Les premières hypothèses suggérèrent que l'avion avait manqué de carburant étant donné qu'une tentative d'atterrissage avait déjà eu lieu. Mais les enquêteurs écartèrent rapidement cette possibilité après avoir trouvé 150 litres de carburant dans les débris.
suffisamment pour terminer le vol. Faute de moyens d'enquête approfondis dans la région, la cause exacte demeura un mystère. Les boîtes noires furent récupérées, mais aucune donnée n'en fut jamais rendue publique. Malgré les efforts de l'AAIB, Air Accident Investigation Branch britannique, pour accéder aux informations, l'enquête fut abandonnée. 2 mois après l'accident, une histoire sensationnelle fit surface dans un tabloïd congolais. Selon l'unique survivante, l'accident n'aurait pas été causé par une défaillance technique, mais par un crocodile vivant qui aurait été introduit clandestinement à bord. D'après son témoignage, un passager avait dissimulé le reptile dans un sac de voyage et alors que l'avion amorçait sa descente, l'animal se serait échappé, provoquant la panique parmi les passagers. Ceux-ci se seraient précipités vers l'avant de l'appareil, entraînant un dangereux déséquilibre de poids. Cette perte soudaine de contrôle aurait conduit au crash. L'histoire fit rapidement le tour du monde, bien qu'elle semblât trop incroyable pour être vraie. Certains rapports ajoutèrent que le crocodile aurait été introduit à des fins de revente et qu'il aurait même survécu à l'accident avant d'être abattu par les secouristes. Toutefois, aucune preuve tangible comme des restes ou des traces ne fut retrouvée pour confirmer la présence d'un crocodile et aucune vidéo de l'animal ne fut localisée malgré des rumeurs à ce sujet. Des doutes apparurent concernant cette théorie. Initialement, la survivante avait rapporté que les passagers avaient paniqué en pensant que l'avion allait atterrir sur une piste de secours plutôt que sur la principale. On ignore pourquoi son récit changea par la suite pour inclure l'histoire du crocodile. Cependant, l'explication du crocodile refit surface 4 ans plus tard, lors d'une enquête sur la mort de Chris Wilson, le copilote britannique. Le père de ce dernier évoqua avoir entendu cette version de la part des autorités congolaises, spéculant que l'évasion du reptile aurait pu provoquer un déplacement de poids déséquilibrant l'avion. Physiquement, cette théorie est plausible. Un mouvement soudain vers l'avant dans un petit avion peut en effet altérer son équilibre. Néanmoins, les experts notent qu'aucun autre accident n'a jamais été attribué à une panique de passagers causant un tel déplacement. D'autres explications furent envisagées. Certains soupçonnèrent un sabotage de la part d'une compagnie aérienne rivale dans le contexte du marché aérien peu régulé de la région, mais aucune preuve ne corrobora cette hypothèse. Faute de données, issues des boîtes noires, et en raison d'un suivi réglementaire limité, la véritable cause de l'accident reste inconnue. Bien que la théorie du crocodile persiste dans les récits populaires, elle pourrait ne pas correspondre à la réalité. Le crash du Let L 410 turbolets de filaire demeure enveloppé de mystères, alimentant des spéculations. Le 25 juillet 2023, dans la petite ville de Silsbee, au Texas, près de la frontière avec la Louisiane, Peggy Jones, une femme de 64 ans, tondait la pelouse d'une propriété familiale qu'elle entretenait depuis des années. En cette chaude journée d'été, Peggy était sur un tracteur tondeuse, loin de tout arbre, travaillant dans le jardin. C'était une journée ordinaire jusqu'à ce qu'elle prenne une tournure inimaginable. Sortie de nulle part, quelque chose de lourd tomba sur son bras. En baissant les yeux, Peggy réalisa qu'il s'agissait d'un serpent d'environ 1,40 m de long. Elle supposa qu'il était tombé du ciel, probablement lâché par un oiseau de proie. Presque instantanément, le serpent s'enroula fermement autour de son bras et commença à la frapper au visage. Sous le choc et terrifiée, Peggy tenta de le secouer, mais le reptile s'accrochait obstinément, frappant même ses lunettes à plusieurs reprises. Avant que Peggy ne puisse se débarrasser du serpent, un faucon, probablement l'oiseau qui l'avait laissé tomber, fondit sur elle pour récupérer sa proie. Le faucon effectua plusieurs plongeons, attaquant Peggy tout en essayant de s'emparer du serpent. À chaque assaut, les serres de l'oiseau s'enfoncèrent dans la peau de Peggy, lui infligeant des coupures. La force avec laquelle le faucon tirait pour arracher le serpent faisait lever son bras, la laissant presque impuissante dans ce combat improbable entre le reptile et l'oiseau. Son mari, Wendell, était à l'avant de la maison, en train de tondre la pelouse, totalement inconscient de ce qui se passait. Avec le bruit de son propre tracteur et celui de l'autoroute voisine, il n'entendait pas les appels au secours de Peggy. Elle dut affronter seule les deux animaux. Le serpent serrait son bras de plus en plus fort, provoquant des ecchymoses sous sa peau, tandis que le faucon continuait à l'attaquer, ses serres lacérant profondément son bras. Peggy décrivit plus tard cet incident comme un véritable cauchemar. Elle avait déjà vu des faucons chasser des serpents dans la nature, mais jamais elle n'aurait imaginé se retrouver au cœur d'une telle lutte. Après ce qui lui parut une éternité, le faucon parvint finalement à récupérer le serpent et s'envola, laissant Peggy en état de choc, le bras couvert de coupures, de bleus et de perforations causées par le serpent et le faucon. Encore sous le choc et souffrant, Peggy continua de crier jusqu'à ce que Wendell l'entende enfin. Il se précipita pour trouver sa femme secouée et blessée. Sans comprendre pleinement ce qui s'était passé, il l'aida à monter dans leur camion et l'emmena à l'hôpital le plus proche.
Sur le chemin, il commença à saisir l'horreur qu'elle venait de vivre. Son bras était couvert de perforations dues aux serres du faucon et d'échymoses causées par l'étreinte du serpent. Peggy eut la chance de ne pas avoir été mordue, évitant ainsi tout risque d'envenimation. Cependant, son rétablissement comportait des risques. Peggy avait récemment subi une double opération de remplacement des genoux, et les médecins l'avertirent qu'une infection dans ses plaies ouvertes pourrait être particulièrement dangereuse. Elle reçut des antibiotiques et des consignes strictes pour surveiller ses blessures. De retour chez elle, Peggy affronta une convalescence difficile tant sur le plan physique que mental. Elle faisait des cauchemars récurrents de l'attaque, revivant la terreur chaque nuit. Son bras, lourdement bandé pendant des semaines, lui rappelait constamment l'incident et sa famille. Wendell, leurs enfants et petits-enfants, dut l'aider pour les tâches quotidiennes. Des activités simples comme cuisiner ou nettoyer étaient devenues impossibles à gérer seule. L'attaque marqua profondément Peggy. Elle réfléchit à la façon dont la vie peut basculer en un instant, même au cours d'une journée ordinaire. Peggy se retrouva confrontée à de nouvelles peurs et anxiétés. Dans les semaines qui suivirent, elle et Wendell prirent toutes les précautions pour éviter une infection. Ils avaient prévu de visiter un casino après avoir fini les travaux dans le jardin ce jour-là, mais désormais, toutes les sorties non essentielles furent repoussées jusqu'à la guérison complète de Peggy. Le 12 avril 2019, dans le comté d'Alachua, en Floride, Marvin Ajos, âgé de 75 ans, passa un appel désespéré au 911 depuis sa propriété rurale, demandant une ambulance. Sa voix tremblante trahissait l'urgence de la situation. Marvin, qui hébergeait plusieurs animaux exotiques, se trouvait en présence d'une créature à la fois unique et dangereuse. Un casoar, un grand oiseau incapable de voler, mais réputé pour son agressivité. Les casoars, originaires de Nouvelle-Guinée et de certaines régions d'Australie, sont souvent décrits comme préhistoriques en raison de leur apparence imposante et de leur puissance. Ils peuvent atteindre une hauteur de plus de 1,80 m, peser plus de 55 kg et de puissantes pattes. Ces oiseaux sont connus pour attaquer rapidement lorsqu'ils perçoivent une menace. Marvin consacra des années à l'élevage et aux soins des casoars. Vers 10 h ce matin-là, Marvin s'occupait de l'enclos du casoar lorsqu'il aurait trébuché et chuté. Cette chute accidentelle le rapprocha dangereusement de l'oiseau qui réagit avec agressivité. Le casoar l'attaqua, lui infligeant de graves blessures à l'aide de ses griffes. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Marvin à l'hôpital UF Health Shands de Gainesville. Mais ses blessures étaient trop graves. Il succomba peu après son arrivée. Les casoars attirent souvent les collectionneurs d'animaux exotiques malgré leur dangerosité. Rapides, pouvant courir jusqu'à 50 km/h, et agiles, capables de sauter près de 2 mètres en hauteur, leurs griffes, mesurant jusqu'à 10 cm, peuvent causer des blessures fatales en un seul coup. Bien qu'incapables de voler, ces oiseaux imposants possèdent un instinct défensif redoutable. Selon les premières conclusions des autorités du comté d'Alachua, il s'agissait d'un accident malheureux. Il semble que l'homme ait chuté et que le casoar l'ait attaqué après sa chute, déclara le chef adjoint Jeff Taylor. Le bureau du shérif et la commission de la pêche et de la faune sauvage de Floride, FWC, ouvrirent une enquête. Pendant ce temps, l'oiseau fut confiné en toute sécurité sur la propriété de Marvin. Passionné par les animaux exotiques depuis des décennies, Marvin s'intéressait particulièrement aux espèces nécessitant des soins spécialisés. En Floride, les casoars sont classés comme animaux de classe 2, signifiant qu'ils présentent un risque significatif pour les humains. Leur possession requiert une expérience préalable et des normes spécifiques pour leurs enclos. Cependant, les permis d'élevage ne sont pas strictement contrôlés. Le rapport d'autopsie révéla l'ampleur des blessures infligées par le casoar. Marvin avait subi de multiples perforations et coupures profondes causées par les griffes de l'oiseau, notamment au visage, au cou, à l'abdomen, aux cuisses et aux jambes. Une blessure particulièrement grave à son artère brachiale provoqua une hémorragie importante, entraînant finalement sa mort. Bien que Marvin souffrit de problèmes cardiaques antérieurs et d'une infection récente, le rapport confirma que son décès était directement lié aux blessures infligées par l'oiseau. L'enregistrement de l'appel au 911 révèle Marvin tentant de communiquer son adresse à l'opérateur qui l'assura que les secours arrivaient. Mais le temps joua contre lui. Lorsque les secouristes le trouvèrent, Marvin était inconscient et respirait à peine. Bien qu'ils aient brièvement réussi à relancer son pouls, il décéda peu après son arrivée à l'hôpital.
Après l'incident, le casoar fut brièvement maintenu sur la propriété de Marvin avant d'être vendu lors d'une vente aux enchères de bétail sur la côte du Golfe. Cette vente relança les débats sur la sécurité liée à la détention de tels animaux dangereux sans réglementation plus stricte. Malgré cet événement tragique, la Commission de la pêche et de la faune sauvage de Floride n'a pas instauré de nouvelles lois concernant la possession de casoars. Selon la porte-parole Karen Parker, l'élevage d'animaux à des fins commerciales les classe comme domestiques, les exemptant de certaines exigences en matière de permis. Beaucoup se souvenèrent de sa passion pour les animaux exotiques et de son enthousiasme à partager ses expériences. Sa fiancée, qui vivait avec lui sur la propriété, choisit de ne pas s'exprimer davantage, se contentant de dire que Marvin est mort en faisant ce qu'il aimait. Les attaques de casoars ne sont pas inédites. Ces oiseaux ont une réputation de réagir agressivement face aux menaces perçues, bien qu'ils soient le plus souvent élevés comme animaux de loisirs plutôt qu'à des fins commerciales aux États-Unis. Dotés d'une allure exotique, les casoars exigent une grande prudence en raison de leur nature imprévisible et de leurs griffes mortelles.